À 30 kilomètres de Bayonne en France se trouve le pittoresque village de Labastide-Clérance, qui compte moins de 1000 habitants. Ce lieu fait partie des plus beaux villages de France. C'est ici que s'est installée la famille paysanne Roussel. Eva, Pascal et leur fils. L'aîné Yann et le cadet Kevin. Ils ont réussi leur vie à la campagne jusqu'au 20 février 2016. Ce jour-là, le plus jeune des frères a appelé les secours pour un incident dans la maison. Les principaux protagonistes de l'affaire ont commencé à se rejeter mutuellement la faute, ce qui a considérablement compliqué le travail des enquêteurs. Vers midi, les forces de l'ordre et les ambulanciers sont arrivés à Labastide-Clérance. L'un des frères a essayé d'aider les parents, mais sans succès. L'hélicoptère de secours qui est arrivé n'a pas pu non plus apporter son aide. Lors de la visite de la maison, les enquêteurs ont remarqué une table dressée pour une fête. Il s'est avéré que la famille s'était réunie pour célébrer l'anniversaire de Yann. La police a emmené les frères et les autres invités au poste pour clarifier les circonstances de l'incident. Eva Roussel avait 55 ans. Cette femme aimable s'occupait du ménage et dirigeait la ferme familiale. Elle gérait les finances, réglait les questions d'organisation, travaillait souvent tard et investissait beaucoup d'énergie dans l'entreprise familiale. Pascal, âgé de 54 ans, était à la tête de la famille et accomplissait le travail principal. Il travaillait également comme inspecteur d'assurance et assurait un revenu stable à la famille. Il avait rencontré sa future épouse pendant ses études. Pascal était venu de Pologne pour étudier l'économie et Eva étudiait le droit international. Après leur rencontre, ils sont restés ensemble et se sont mariés après l'université. Dans le pittoresque village de Labastide-Clérance, la famille Roxel s'est installée. Le couple a eu 2 fils, l'aîné Jean et le cadet Kevin. Lorsque l'incident s'est produit, les forces de l'ordre ont trouvé Jan figé dans la cour. Il était assis immobile sur une chaise, mais physiquement indemne. Il a été emmené à l'hôpital pour examen. Kevin avait déjà fondé sa propre famille à cette époque. Il vivait avec sa femme Sophia à proximité, à Asparan, à seulement 10 minutes en voiture de la maison familiale. Le couple avait une fille nommée Alice. Sophia était également présente lors de l'incident et a été emmenée au poste pour interrogatoire avec sa fille. Alice, inquiète, a ensuite été récupérée par son arrière-grand-mère. Selon Kevin, un sérieux conflit a éclaté entre les parents en raison de soupçons d'infidélité. Il a raconté qu'il avait passé une partie de la soirée chez eux et avait remarqué la tension croissante. Lorsque le père a reçu certaines informations sur sa femme, il a quitté le salon, est revenu avec un revolver de son bureau et l'a utilisé directement pendant le repas familial. Kevin a affirmé avoir tenté d'arrêter son père, craignant d'autres actes irréfléchis. Pendant la lutte pour le revolver, plusieurs autres coups de feu ont été tirés. Le jeune homme a assuré qu'il n'avait pas eu de mauvaises intentions. Tout s'était passé accidentellement lors de sa tentative de désarmer son père. Pris de panique, il a quitté les lieux avec sa femme et sa fille, après quoi ils se sont adressés à la police. Cette version a suscité des doutes chez les enquêteurs. Ils connaissaient bien la famille de Pascal et Eva Roxel, qui était considérée depuis 30 ans comme un modèle de relation familiale où régnait l'amour et le respect mutuel. Les connaissances ne pouvaient pas croire qu'Eva avait une relation secrète. Les amis de la famille ont dit qu'ils n'avaient jamais remarqué le moindre désaccord entre les époux. Une séparation était hors de question. Il semblait être un couple très heureux. Il était encore plus difficile d'imaginer que Pascal puisse faire du mal à sa femme. L'événement a été un choc pour tous, particulièrement après le récit de Kevin. Les enquêteurs ont rapidement découvert des incohérences dans les déclarations du fils. Les experts ont mené une enquête approfondie. Eva avait une blessure grave à la poitrine, qui touchait un vaisseau sanguin important. Ces données correspondaient à la version de Kevin. Cependant,
L'examen de Pascal a suscité des doutes quant au caractère accidentel de l'incident. 3 impacts précis ont été trouvés, au cou, au dos et au visage. Cela indiquait des actes délibérés depuis différentes positions, l'arme n'étant manifestement pas dans ses mains. Après avoir clarifié ces détails, les forces de l'ordre ont placé les 2 frères sous surveillance et ont parlé à nouveau avec Sophia, l'épouse de Kevin. Ces 3 personnes étaient d'eau présente lors de l'incident, et probablement l'une d'entre elles était impliquée dans l'événement. À ce moment-là, Kevin a changé son histoire et a désigné Jan. Il a expliqué avoir initialement caché la vérité par choc et crainte pour sa sécurité. Selon ses dires, son frère se caractérisait par un comportement incontrôlé et de fréquentes explosions de colère. Kevin a rapporté que Jan montrait depuis longtemps un manque de respect envers les parents, particulièrement envers sa mère, et se permettait des grossièretés et même des actes de violence. Cependant, personne n'avait imaginé que la situation finirait ainsi. L'épouse de Kevin a confirmé l'histoire de son mari. Selon elle, Jan se comportait étrangement le jour de la réunion familiale. Bientôt, il a commencé à montrer de l'agressivité envers les personnes présentes et est apparu avec une arme. Le jeune homme criait des menaces contre tous les présents. Une altercation s'est produite, au cours de laquelle les parents des frères se sont retrouvés dans un état critique. Kevin a réussi à prendre le revolver à son frère. Pendant ce temps, dans la pièce voisine, Jean donnait une version complètement différente des événements. Ses vêtements étaient sales, ce qu'il expliquait par ses tentatives d'aider les parents. Lors de la conversation avec la police, il avait des difficultés évidentes. Jean était dans un état ralenti, bien que l'examen médical n'ait révélé aucune anomalie. Il parlait peu et de manière décousue, niait sa participation à l'incident et se décrivait comme une victime. Il était remarquable que le frère aîné gardait un calme étonnant en rapportant les événements de la soirée. Selon sa version, c'était Kevin qui avait l'arme. C'était lui qui avait causé l'incident et qui essayait maintenant de rejeter la responsabilité sur son frère. L'affaire devenait de plus en plus confuse. Les frères s'accusaient mutuellement et il était difficile de déterminer qui disait la vérité. Il n'y avait pas de preuve directe de la culpabilité de l'un des deux. Par souci pour la sécurité des habitants de la ville et des parents survivants, le tribunal a ordonné que John Ruxel soit placé en détention jusqu'à ce que toutes les circonstances soient éclaircies. John a été emmené à la prison de Mont-de-Marsan, située à 100 km du lieu de l'incident. Là, des spécialistes de la santé mentale ont commencé à travailler avec lui. L'examen a révélé que le frère aîné avait des particularités de développement que personne n'avait remarquées auparavant. On lui a diagnostiqué une forme sévère d'autisme, le syndrome d'Asperger. En réalité, le jeune homme possédait une intelligence exceptionnelle, avait appris à lire tôt et avait d'excellents résultats à l'école spécialisée. Cependant, son état s'accompagnait de difficultés comportementales. Les personnes atteintes de ce syndrome vivent comme selon un programme préétabli. Elles peuvent bien gérer les informations et le travail, mais ont besoin d'un accompagnement constant dans la vie normale. Ce syndrome est rare, ce qui rendait John particulièrement intéressant pour les spécialistes de la prison. La caractéristique principale de son état est l'absence presque totale d'expressions émotionnelles extérieures. La personne ne sourit pas, ne montre ni joie ni tristesse. Cela expliquait le calme inhabituel de Jean pendant les conversations avec les enquêteurs. Les particularités de développement étaient présentes depuis la naissance. Mais la famille vivait dans un petit village isolé et personne ne pensait à consulter des médecins. De plus, à l'époque, on connaissait peu de choses sur l'autisme. Les parents pensaient que Jan avait simplement ce type de caractère. Les spécialistes qui observaient John ont remarqué que son état remettait en question la version du frère aîné. Les personnes atteintes du syndrome d'Asperger sont généralement très calmes et réservées et montrent rarement de l'hostilité envers les autres.
Dans l'ensemble, John faisait une impression agréable et ne montrait jamais de réaction négative envers sa famille ou les étrangers. Les connaissances de la famille ont confirmé son équilibre et sa bonne relation avec ses parents. Dans ce contexte, il est devenu évident que Kevin cachait quelque chose. En faveur de Jan, il est également resté sur les lieux et a tenté d'aider ses parents, tandis que Kevin est resté à l'écart. Les experts ont souligné que les personnes atteintes du syndrome d'Asperger sont généralement très sincères. Cela suggérait que l'histoire de John pourrait être plus crédible que la version de son frère, bien que l'épouse de Kevin ait confirmé chacun de ses mots. La police devait non seulement vérifier les déclarations des deux, mais aussi déterminer le rôle possible de Sophia dans l'incident, si les soupçons devaient sembler se porter sur son mari. De nombreux témoins qui connaissaient la famille décrivaient Ran comme une personne amicale et calme, qui s'entendait bien avec ses parents et vivait avec eux. En revanche, la relation de Kevin avec ses parents était tendue, ils se disputaient souvent pour des détails. Les enquêteurs ont commencé à examiner plus en détail la vie de Kevin et de sa femme Sophia. Sophia Bodnarczuk a rencontré Kevin sur Internet en 2011. À l'époque, elle venait de terminer l'école et Kevin était un peu plus âgé. La beauté et l'intelligence de Sophia ont immédiatement attiré son attention. Elle venait du petit village de Topar, au Kazakhstan, où vivaient moins de 10 000 personnes. Après 6 mois d'échanges, le jeune homme l'a invitée en France, et elle est venue. Leur relation s'est développée rapidement. Seulement 2 semaines après leur première rencontre en personne, ils se sont mariés. Le jeune couple n'avait pratiquement aucun moyen de subsistance. Kevin essayait tout juste de trouver une source de revenus stable, et Sophia n'avait pas non plus d'emploi fixe. Les parents de Kevin les prenaient entièrement en charge, organisant même le mariage avec leur propre argent. Peu avant les tristes événements, les parents décidèrent de pousser leur fils vers l'indépendance, car contrairement à son frère Jean, il était en parfaite santé et pouvait travailler. Sophia aurait pu aussi trouver un emploi, mais ni l'un ni l'autre n'essayait même de chercher du travail. C'est pourquoi le père de famille décida de cesser leur soutien financier. Pascal subvenait aux besoins d'une grande famille, sa femme, 2 fils, sa belle-fille et leur petite-fille. Il avait trouvé un appartement en location à Hasparren pour les jeunes, payait le loyer, la nourriture et les autres dépenses. Kevin et Sophia ont très mal pris la décision des parents. Ils ont commencé à menacer Eva et Pascal de déménager au Kazakhstan, à 7000 km, et de ne pas leur permettre de voir leur petite-fille bien-aimée. Quand cela n'a pas fonctionné, la situation est devenue encore plus tendue. Le comportement de Kevin inquiétait tellement les parents qu'ils ont partagé leurs craintes avec des amis de la famille. Les soupçons contre le couple Kevin et Sophia augmentaient, mais des preuves tangibles étaient nécessaires pour des mesures officielles. 1 mois après l'incident, les enquêteurs ont de nouveau invité Sophia à un entretien. La jeune femme a partagé des informations sur la situation financière difficile de sa famille. Kevin ne pouvait pas trouver de travail et son père avait cessé le soutien financier. De plus, il était souvent mentionné que tout le patrimoine irait à Jean. Sophia a noté que malgré la situation tendue, il gardait une relation chaleureuse avec Eva, qui continuait à les soutenir, bien que le chef de famille reste froid envers eux. La percée est venue lors de la perquisition de l'appartement conjugal. Dans la poche des vêtements de Kevin, on a trouvé une feuille froissée avec un plan détaillé écrit au feutre noir. Le document révélait les intentions du frère cadet envers toute la famille, y compris le frère aîné. Cela est devenu la preuve décisive pour l'arrestation de Kevin. Les enquêteurs ont supposé que Jan avait simplement eu de la chance d'échapper au sort de ses parents. Le plan de Kevin consistait manifestement à éliminer tous les prétendants au patrimoine familial. Sophia a involontairement aidé à résoudre l'affaire. Avant son interrogatoire, les enquêteurs ne savaient rien de la situation d'héritage, estimée à environ 2 millions d'euros.
Les notes trouvées montraient aussi que l'auteur voulait effacer ses traces par un incendie de la maison. Heureusement, le plan de l'auteur n'a pas été mené à terme. Quelque chose a empêché son exécution. Lors de l'enquête, il s'est avéré que l'épouse du suspect pourrait être impliquée dans l'incident. Le 1er avril 2016, elle a été placée en garde à vue comme complice potentielle. La jeune mère a catégoriquement nié sa participation. La grand-mère de Kevin et Jan, la mère de Pascal âgée de 84 ans, était bouleversée de voir jusqu'où étaient allées les disputes familiales. Elle voulait découvrir la vérité sur ce qui s'était passé. À ce moment-là, Jean, qui avait été faussement soupçonné, avait déjà été libéré. À cause de sa détention, il n'avait même pas pu dire au revoir à ses parents. Jean espérait une décision équitable concernant son frère et était resté vivre chez sa grand-mère. Après plusieurs conversations avec les forces de l'ordre et les spécialistes, il a été possible de reconstituer les événements de ce jour de février. Les déclarations de Jan ont été décisives. La veille, Kevin avait convenu de rencontrer les parents le 20 février 2016, le jour de l'anniversaire de Jan. Kevin a suggéré que la famille se réunisse pour discuter des différends accumulés. Les parents ont accepté cette rencontre de réconciliation. John était de bonne humeur depuis le matin. Il a reçu des cadeaux de ses parents et attendait impatiemment que son frère arrive avec sa femme pour s'asseoir ensemble à la table de fête. Bientôt, Kevin est arrivé à la maison avec sa femme et sa fille. Kevin est apparu dans la maison avec un nouveau grand sac dont le contenu était inquiétant. Cependant, personne n'y a prêté une attention particulière. Le chef de famille Pascal était en retard à son retour d'un voyage d'affaires dans une autre ville. Il est entré le dernier par la porte de la cuisine où il a rencontré Kevin. Ils ont eu une brève conversation. Au moment où Pascal était distrait, le fils a sorti un revolver du sac et a tiré de manière inattendue 2 coups de feu par derrière. Pascal s'est cependant avéré plus fort que Kevin ne l'avait supposé. Il a réussi à se retourner et à tenter de désarmer l'agresseur, mais à cause des blessures subies, ses forces ont rapidement décliné. Il a essayé d'atteindre l'armoire à armes dans le bureau, mais n'y est pas parvenu et est tombé. Kevin a tiré le coup fatal. À ce moment-là, Sophia avec sa fille, Jan et Eva étaient dans le salon. Tout s'est passé si vite qu'ils n'ont pas pu réagir au bruit. Quand ils ont compris ce qui se passait, Jan et Eva se sont précipités dans la cuisine. En voyant la situation, ils se sont retrouvés face à Kevin qui pointait l'arme sur eux. Jan a remarqué l'éclair et à ce moment-là, sa mère a été touchée à la poitrine. Pensant être le prochain, le jeune homme s'est jeté sur son frère cadet. Pendant la lutte, un autre coup est parti, manquant sa cible. Par hasard, c'était la dernière balle. Kevin n'avait chargé le revolver qu'avec 5 cartouches. Cela l'a surpris, surtout quand Jan a pris le dessus dans le combat. Kevin n'avait plus que la fuite comme option. Sophia, au lieu d'aider Eva blessée, a commencé à chercher quelque chose dans ses poches. Probablement des objets de valeur pour la fuite imminente. Mais la recherche est restée infructueuse. Kevin s'est enfui précipitamment de la maison avec sa femme et sa fille, fuyant son frère en colère. Ils sont partis en voiture, mais n'ont pas été loin. Leur plan avait échoué. Le frère avait survécu. Il n'avait causé pas pu le maîtriser. Il n'avait pas obtenu d'argent. Pendant ce temps, Jeanne essayait d'aider ses parents. Dans la précipitation, le couple a laissé de nombreuses traces. Ils n'ont même pas eu le temps d'utiliser les liquides préparés pour effacer les traces. Finalement, ils ont décidé de changer leur plan. Au lieu de fuir, ils ont choisi d'accuser le frère autiste Jean, supposant qu'il ne pourrait pas se défendre, et se sont eux-mêmes adressés à la police. Ils pensaient que leur version serait convaincante pour l'enquête. Mais leur plan a échoué, et les forces de l'ordre ont pu découvrir la vérité.
Les enquêteurs ont été particulièrement choqués que Kevin et Sophia aient agi en présence de leur petite fille. Cela a soulevé de sérieuses questions sur leur état mental. Par conséquent, le couple a été envoyé pour examen chez des spécialistes, qu'ils ont passé avec succès. Le médecin les a déclarés aptes à être jugés. Au début, les époux niaient toute implication dans l'incident. Mais plus tard, Kevin a changé de position. Il a exprimé des regrets pour ce qui s'était passé et a avoué que ses parents lui manquaient. Le 10 décembre 2018, presque 3 ans après la tragédie familiale dans la maison Reuchtel, les responsables ont comparu devant le tribunal. Pour la première fois depuis ce jour fatidique, les frères se sont retrouvés. Dans la salle d'audience régnait une grande tension. La grand-mère de Jan, Jazette, a été particulièrement touchée, ne pouvant pas supporter la perte prématurée de son fils. Malgré des années de tromperie, Kevin a reconnu sa culpabilité au début du procès. Il a également admis avoir précédemment menti aux enquêteurs sur presque tout. Selon Kevin, sa femme était au courant des plans à l'avance. De plus, il a affirmé qu'elle l'avait poussé à cause de l'héritage et l'a désigné comme complice. Sophia continuait de tout nier et maintenait son innocence. Les accusations de Kevin sont venues comme une surprise pour la jeune femme et étaient, selon elle, une profonde déception. Sophia a demandé le divorce et a commencé à fréquenter l'église, devenant très religieuse. Après 5 jours de procès, Sophia s'est sentie mal. Il s'est avéré qu'elle n'avait rien mangé pendant tout ce temps, ce qui a conduit à une perte de conscience. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital. Le même jour, Kevin a été transféré dans une clinique psychiatrique après un incident dans sa cellule. Il a eu des comportements dangereux après avoir appris le divorce de Sophia et sa nouvelle relation. Son état s'est tellement détérioré qu'il a prétendu avoir un frère jumeau secret qui aurait été impliqué dans l'incident. Cependant, l'analyse ADN et les empreintes digitales sur le revolver trouvé ont confirmé son implication. Le procès a dû être reporté en raison de l'absence des parties concernées. Sophia a plus tard été autorisée à quitter temporairement l'isolement pour rencontrer sa fille. Kevin a tenté 2 fois de s'échapper de prison, mais sans succès. Devant le tribunal, le frère Jean a partagé ses sentiments sur la perte de ses proches qu'il avait toujours soutenus. Malgré l'incident, il a essayé de retourner à une vie normale. Sophia a été reconnue coupable de participation à l'incident et condamnée à 20 ans de prison, mais elle a fait appel. En mars 2020, le procès a été suspendu juste avant le verdict contre Kevin en raison de la pandémie. Les audiences n'ont repris qu'en octobre 2022. Finalement, Kevin Reuchtel a été condamné à 30 ans de prison. Il a reçu 5 années supplémentaires pour une tentative d'évasion au cours de laquelle il a retenu une infirmière. Ensuite, un nouveau procès contre Sophia a commencé. Sa mère et sa sœur sont venues du Kazakhstan pour la soutenir. L'accusée a affirmé qu'elle n'avait pas eu de difficultés financières et que l'argent n'avait jamais été sa priorité principale. Sophia a nié toute implication dans l'incident et a assuré qu'elle n'avait rien su des plans de Kevin. Sinon, elle aurait essayé de l'arrêter. Selon ses dires, elle ne savait rien de leur situation financière difficile, car son mari s'occupait de toutes les finances et elle supposait que leur soutien était suffisant. Sophia a mentionné l'achat commun de l'arme. Elle pensait que le revolver était un cadeau pour le père de Kevin, c'est pourquoi elle n'y avait pas accordé d'importance. Grâce au nouveau témoignage de Kevin affirmant avoir agi seule, Sophia Bodnarczuk a été acquittée. Aucune autre preuve n'a été trouvée contre elle, et elle a été libérée. Josette, la mère de Pascal, âgée de 84 ans, était indignée par cette décision. Son petit-fils Jeanne affirmait que Sophia avait aidé Kevin ce jour-là. Selon Josette, Eva et Pascal se plaignaient des blagues inappropriées de Sophia sur l'héritage.
La famille était convaincue que Sophia avait poussé Kevin parce qu'elle attendait impatiemment l'héritage et manipulait son mari. Mais elle a échappé à la responsabilité. Jean a récemment dit aux journalistes qu'après la perte de ses proches, il ne lui restait plus qu'à continuer à vivre.